Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Naïla Even. Je suis arrivée à Toulouse il y a 12 ans. J'habitais 1 an à Pinsaguel et maintenant j'habite à Pin-Juste-Arrêt. Et j'ai une thèse en biologie de l'abeille que j'ai eue en Australie. Donc, en fait, je connais très, très bien les abeilles australiennes. Et je suis toujours en phase d'apprentissage sur ce qui est des abeilles françaises, sauf l'abeille mellifère domestiquée que je connais aussi bien. Donc, voilà, j'apprends. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on déménage dans une nouvelle région, on doit réapprendre en fait les plantes et les abeilles. En fait, à l'origine, je suis bretonne, donc les abeilles bretonnes, ça va, mais en plus, avec le dérèglement climatique, elles bougent. Donc, voilà, on va faire un petit peu le tour de vraiment qu'est-ce qu'une abeille. J'espère juste pouvoir vous faire bien savoir reconnaître une abeille, en fait, une fois que je ne sais pas à votre niveau, peut-être que vous êtes déjà expert, peut-être vous en connaissez plus que moi, peut-être vous avez vraiment besoin de savoir si reconnaître une abeille sur une fleur, mais voilà, c'est l'objectif du jour, c'est ça. Donc, bien les connaître pour mieux les protéger, il faut toujours les savoir en reconnaître et connaître avant de pouvoir protéger. Juste pour la petite histoire, la photo ici, je l'ai prise à Pinsaguel et c'est une Colette sur une... je ne sais plus le nom de cette fleur, c'est une adventice assez commune ici. Alors, une abeille, c'est quoi? Donc, vous êtes déjà connecté sur le WooClap. Personne d'autre. Si Nicolas Blanchard qui nous a rejoint peut essayer de se connecter. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez activer votre micro pour nous répondre. Oui, je suis là. Essayez de scanner le QR code si vous avez un téléphone. Ou alors... En fait, je suis sur mon ordi Bon, là, en fait. Donc, j'étais sur le navigateur et j'ai super. rentré le. Ouais, Donc, c'est tout bon. le monde a l'air connecté. Super. Alors, là, la première question que je vais lancer, du coup. Hop. Est-ce que vous voyez une question s'afficher? Oui. Alors, allez-y. Donc, vous êtes 8 connectés, en fait. Bien. Donc, ça, c'est plus un test pour voir si vous arrivez à manipuler l'outil et à répondre à la question, parce que la réponse est assez prédictible. Donc, vous êtes... Ah oui, en fait, vous êtes 5 à répondre parce que avec Estelle, on a fait des tests. Donc, voilà, tout le monde a répondu oui, vous avez envie de savoir reconnaître une abeille. Ensuite, deuxième question un peu plus intéressante. Alors, je vais vous mettre à l'écran les images un peu plus grandes, parce que sur le téléphone, c'est un peu petit. Oh, pardon. Voilà, j'espère que vous n'avez pas vu les réponses qui sont apparues une microseconde. Cliquez sur les abeilles et les bourdons. Alors, cliquez sur une bonne réponse, cliquez valider, et après, vous recliquez sur une deuxième réponse, vous refaites valider, et voilà, jusqu'à ce que vous pensez avoir cliqué toutes vos abeilles et bourdons. Vous me direz quand vous aurez fini. Vous avez l'air d'avoir fini. Je m'arrête là, je m'arrête à 2. Moi. 2, d'accord. Alors, c'est vraiment pas mal. Hein, personne ne s'est trompé. Si vous avez juste... Alors là, ça s'affiche en vert les bonnes réponses, juste que certaines, vous ne les avez pas trouvées. Donc, on va voir les réponses maintenant. Donc, la première, vous voyez, j'ai mis les noms en haut là. C'est une cifre ceinturée. C'est une mouche, en fait. On la reconnaît avec des gros yeux et des toutes petites antennes. Parfois, ça, c'est les débutants, ils ont vraiment beaucoup de mal avec ce genre de mouche et les abeilles parce qu'ils pensent strier égale abeille. Et aussi, elles n'ont qu'une seule paire d'ailes. Enfin, donc, elles ont des gros yeux et des toutes petites antennes. Ensuite, ici, c'est une osmicornue. Elle a des petites cornes, on les voit à peine, mais ici, oh, pardon. Ici, il y a une toute petite corne et une autre ici.
L'abeille domestique, donc Apis mellifera, celle-ci est vraiment très, très noire. La plupart sont vraiment très striées. Voilà, la guêpe, très, très jaune. Le frelon, très gros. Et maintenant, on voit beaucoup, donc on arrive à reconnaître. Ici, celle-ci, elle a du pollen aux pattes. Donc, on voit bien que c'est une abeille. C'est une abeille qu'on trouve que dans les tropiques. Elle est mélipone. Elle est sociale. On ne la trouve pas ici. Elle est toute petite, elle fait vraiment 4 mm de long. Donc la mouche, évidemment, ça c'est vraiment pour les tout débutants ou les enfants qui participeraient. La fourmi ailée qui a des ailes queues en période de reproduction. La colette du lierre qui ressemble vraiment à l'abeille domestique. En fait, bon là, l'abeille domestique est très noire, mais au niveau des proportions de l'abdomen, thorax, tête, elle ressemble. Elle est juste un petit peu plus petite. Et le bourdon qui est vraiment très gros, très poilu. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer avec les questions interactives avant de passer à la suite. Alors, la prochaine question. Ça peut vous aider aussi à améliorer votre connaissance pour les reconnaître, sauf si vous êtes déjà expert, ça peut être un peu facile. Ok, il manque encore une personne, je crois, à voter. Moi, je n'ai pas de nouvel écran de questions. Ah, zut! Il faut que je fasse quelque chose? Ah, ça y est, non. Non, voilà. Et là? Ah, ça y est, voilà. Ah ouais, combien de pattes? Ouais. 4, 6. Eh oui, c'est 6. Insectes. Elles ont 3 paires. Donc ça, c'est un critère assez facile déjà pour partir. C'est des insectes. Donc tous les insectes ont 6 pattes, contrairement aux araignées qui en ont 8. Ou aux crustacés qui en ont plus que 8. C'est les crustacés, il n'y a que les cloportes. C'est les crustacés terrestres, il n'y a que les cloportes dans les animaux qui ressemblent aux insectes. Mais en fait, ce n'est pas un insecte, c'est un crustacé. Après, il y a bon, tout ce qui est acarien, tout ça, c'est relié aux familles des araignées. Donc, on n'oublie pas tout ça. Ensuite, est-ce que vous avez une nouvelle question qui s'affiche ? J'ai failli donner la réponse, j'ai presque donné la réponse tout à l'heure, donc vous m'avez peut-être entendu. Ma langue fourchée. Oui, donc vous avez tous entendu la réponse peut-être que j'ai donnée tout à l'heure. Elles ont bien 2 paires d'ailes et ça, c'est vraiment la clé ultime pour savoir si ce n'est pas une mouche. Ils ont des toutes petites, des balanciers, ça s'appelle, à la place de la 2e paire d'ailes, les mouches. Donc, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître quand on n'est vraiment pas sûr. Ensuite, une nouvelle question. Il y a une seule bonne réponse ou il y en a plusieurs? Il n'y a qu'une seule. Donc, est-ce qu'elles sont plus fragiles et sensibles à la température et en ont besoin pour l'hibernation en hiver? Ou est-ce que cela permet de se protéger des parasites? Ou est-ce qu'elles utilisent leurs poils pour récolter et transporter le pollen? Donc, vous avez tous répondu. Et la bonne réponse était « Elles utilisent leurs poils pour récolter et transporter le pollen ». Donc, c'est vraiment un critère de reconnaissance des abeilles par rapport aux guêpes. Parce que les guêpes ne transportent pas du tout de pollen, enfin, un tout petit peu. Mais vraiment, elles sont pas végétariennes, elles sont carnivores, les guêpes. Donc, elles ont beaucoup moins ce rôle de transport entre les fleurs, même si elles le font aussi. Et vraiment certaines niches, toutes petites espèces vont être végétariennes, mais c'est vraiment des exceptions. En règle générale, les guêpes sont carnivores, les abeilles sont végétariennes. Donc,
elles ont des poils pour récolter et transporter le pollen. On verra tout à l'heure un petit rappel de comment la pollinisation fonctionne. Ah bah mince, alors j'ai... Ah sinon, j'ai pas ça. Donc, prochaine question. Les abeilles se nourrissent de nectar, de pollen et de petits insectes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Là, encore une personne à répondre. Donc, et non, en fait, elles ne se nourrissent pas de petits insectes. Il y a une personne qui a dit vrai. Elles se nourrissent vraiment que de nectar de pollen. Ça, c'est vraiment un critère aussi essentiel pour... bon, après, ça ne nous aide pas à avoir en reconnaissance physique qu'elles sont végétariennes, mais quoique, on les voit sur les fleurs, quoi. On ne les voit pas attaquer d'autres insectes, contrairement aux fourmis qu'on voit des fois trimballer des petits animaux ou des parties d'animaux. Donc, et c'est aussi les poils qui en témoignent, hein, et les paniers sur les pattes pour transporter le pollen. Ensuite, les abeilles ont un jabot, donc c'est un nom pour dire estomac, pour stocker le nectar avant de le régurgiter une fois arrivé au nid. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, vous avez majoritairement répondu faux alors que c'est vrai. Donc, en fait, pour fabriquer le miel, elles sont obligées de ramener le nectar d'une façon ou d'une autre, qui est liquide, au nid. Donc, du coup, elles le transportent dans leur estomac et le recrachent une fois arrivé à la ruche ou au nid pour les bourdons. Et une fois recraché, en fait, elles recrachent dans... En fait, elles se le passent de bouche en bouche, de langue en langue. Et après, par un phénomène qui s'appelle la trophalaxie, et elles vont mélanger à ce nectar qui est en fait très dilué en sucre. Elles vont mélanger leurs enzymes salivaires qui vont transformer certaines molécules du nectar et donner vraiment le produit spécifique du miel. Et ensuite, une fois qu'elles se l'ont passé assez, elles le stockent dans les cellules en cire, dans le nid, et elles vont le ventiler pour enlever de l'eau, pour arriver à une certaine concentration en sucre qui va faire que le miel est trop concentré en sucre pour que les bactéries puissent se développer dedans. Donc, il est beaucoup plus sucré, le miel, que le nectar dans les fleurs. Et donc, elles vont ventiler comme ça jusqu'à arriver à 80% de concentration en sucre. Et une fois qu'elles arrivent à 80%, elles ferment la cellule, les opercules, les cellules en cire. Les bourdons font pareil. Donc, voilà, elles vomissent du nectar. Alors... Normalement, lier les différentes parties de l'abeille à leur fonction. Est-ce que vous voyez une liste? Alors là, il faut faire défiler. Je n'ai pas la liste, sauf... Je regarde là. Alors, à quoi servent les ailes? À quoi servent les antennes? À quoi servent les poils, le jabot, le dard, les mandibules et la langue? Alors, nous avons une personne qui a répondu. Deux personnes qui ont répondu la même chose que la première personne. Trois personnes qui ont répondu la même chose. En fait, une personne qui avait une petite différence. Alors, hop. Donc, les ailes, ça sert bien à voler, c'était facile, c'était la question pour enfants. Les antennes, ça sert bien à sentir les odeurs et les textures. Elles ont des petites... des petits poils en fait, ou des petites incurvations comme le tympan de l'oreille, pour sentir les vibrations, les poils et les odeurs. En fait, sur les micro-poils qu'il y a sur l'antenne, il y a des récepteurs exactement comme on a, nous, dans notre épithélium olfactif au fond du nez, pour que les molécules d'odeur se fixent dessus et envoient un signal électrique au cerveau qui... Voilà. Et en fonction de la concentration et de la combinaison d'odeurs, elles vont associer, elles vont savoir reconnaître la fleur, et si elles ont du nectar en plus, elles vont réussir à apprendre que cette odeur, ça donne du sucre, donc elles vont retourner sur la fleur. Ensuite,
Les poils et pattes sur le ventre, on a vu tout à l'heure que c'était pour récolter le pollen. Il y a même un phénomène d'électricité statique qui fait que le pollen peut même sauter sur l'abeille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est assez extraordinaire, surtout chez les bourdons, puisqu'ils font vibrer en plus la fleur quand ils viennent dessus. Le jabot, donc on a vu aussi, ça sert à stocker le nectar. Le dard à piquer. En fait, le dard, c'est un appareil qui a été modifié chez les hyménoptères. Donc, les hyménoptères, on va voir après, c'est la grande famille des guêpes, fourmis et abeilles, qui normalement, en fait, chez les autres insectes, sert chez les femelles à pondre les œufs, à piquer là où elles, enfin, à piquer, à faire un trou là où elles veulent pondre leur œuf pour guider l'œuf qui descend là où elles veulent le pondre. Mais chez nos amis les fourmis, bourdons, guêpes, ça s'est transformé en un appareil de défense. Voilà. Donc, les mandibules, c'est les grandes pinces qu'elles ont vraiment devant qui les aident à malaxer la cire. Et aussi pour certaines abeilles, on va voir plus tard, des abeilles sauvages, à creuser le bois aussi. Et la langue qui peut être plus ou moins longue et qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, il y a... Mince, j'ai un petit peu donné un indice là. Je parle trop. Hein. Bon, donc vous êtes 3 à avoir répondu, mais 4 parce que je viens juste de dire la réponse comme j'étais trop pressée. Donc, elles ont des différentes tailles de langue et cette taille reste la même à chaque âge dans la même espèce. Et en fait, c'est le résultat d'une coévolution. On va le voir plus tard dans la présentation. Donc, je propose d'arrêter là les questions. Je regarde juste. On n'a qu'à finir comme ça. Il y a juste la question des nids que je poserai tout à l'heure. Est-ce qu'une abeille peut être sociale ou solitaire en fonction de son espèce? Vrai, parfait. Donc, effectivement, on va voir qu'il y a des abeilles solitaires, principalement les abeilles sauvages, et les abeilles sociales, c'est principalement l'abeille domestiquée ou quelques espèces en Asie. Je ne vais pas les... C'est vrai que je n'ai pas décidé d'en parler aujourd'hui parce que c'était plutôt sur la faune locale, mais on a les abeilles mélipones que j'ai mentionnées tout à l'heure, les toutes petites, et quelques espèces d'abeilles géantes qui sont de taille de bourdon, qui font des grands nids à l'extérieur sur des branches uniques en Asie, en Indonésie, et les toutes petites qui font des tout petits nids comme ça, mais qui sont sociales aussi. Donc, voilà. Bon, là, l'idée, c'est de refaire celui-là, mais je vous ai déjà... oui, donc non, celle-ci, on va la garder pour tout à l'heure. Donc, maintenant, on va repasser au diaporama, si vous voulez bien. Et juste, on revisait, hein, encore une fois. Donc, on a dit qu'elles avaient 2 paires d'ailes. Ça, c'est la Apis mellifera. Vous voyez qu'elle est un peu moins noire que l'autre. Elles ont des longues antennes coudées, contrairement aux mouches. Elles ont plein de poils et elles ont un basket, un panier pour mettre leur pollen ici. Et vraiment des poils partout pour récolter le pollen. Et vous voyez même la langue ici. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une langue d'abeille sur une fleur, mais c'est assez facile à observer quand vraiment on regarde. Donc, les abeilles mellifères fabriquent de la cire. Elles ont des glandes en dessous de l'abdomen. C'est de là que ça sort. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, voilà, les autres choses, c'est ce qu'on a dit. Hein, elles ont un jabot et elles sont végétariennes. Donc, j'ai parlé d'hyménoptères tout à l'heure. Les hyménoptères, c'est la famille principalement, donc des guêpes, des abeilles et des fourmis. Et puis, quelques autres qui ressemblent à des guêpes, qui sont plus ancestrales, si on veut, hein, parce que ça, c'est un arbre phylogénétique. C'est un peu comme un arbre généalogique qui classifie les espèces en fonction de leurs ancêtres communs. Donc, on voit que les apocrites, ici, elles ont une taille de guêpe, mais elles sont un peu plus ancestrales. Les symphytes, ici, sont des hyménoptères, mais elles n'ont pas la taille de guêpe. Donc, déjà, on sait que ce n'est pas là. Donc, ça fait aussi
Ah non, je me trompe, pardon. Ce n'est pas un arbre phylogénétique, c'est une clé d'identification. Mais souvent, ça se rejoint. Après, depuis la génétique, les clés d'identification, on se rend compte que ce n'est pas complètement identique. Mais au tout début, c'est vrai que c'était un petit peu confondu. Donc après, on regarde si elles ont un dard ou pas. Et donc ici, on voit bien que le long ovipositeur pour poser les œufs, là. Et si elles n'ont pas si elles ont un dard, donc on a les fourmis, les abeilles et les guêpes. Donc pour différencier les deux, en fait, les fourmis, elles ont le premier segment de leur abdomen, qui est tout rétréci ici. Donc la différence entre la fourmi ailée et une abeille qui ne serait pas très poilue, parce qu'il y a certaines abeilles qui ne sont pas très poilues, comme la mélipone, c'est vraiment la taille, la forme de l'abdomen qui va nous aider à identifier. Voilà. Ensuite, donc je voulais parler d'abeilles domestiquées, mellifères, vraiment pas trop longtemps, parce que je préférerais m'étaler plus sur les abeilles sauvages. Oui, vous avez une question? Oui, justement, par rapport à la diapo d'avant, comment on est sûr de distinguer une abeille d'une guêpe? Eh ben, c'est les poils, hein, principalement. Hein. Uniquement les poils. Ah ouais, C'est vraiment les poils et où est-ce qu'elles sont. d'accord. Donc après, oui, les poils. Je pense que c'est vraiment principalement. Oups. Ah, je suis perdue. Alors. Ah oui, en fait, cette diapo était avant. Pardon. Donc, avant de passer aux abeilles mellifères, j'ai trouvé ce joli dessin sur le site de Lisa Chauvin, qui nous a dessiné donc, les différentes grandes familles de ces apoïdes, où on a les abeilles sociales ici, donc les bourdons, les abeilles mellifères, donc l'Apis mellifera, la domestique, et les autres grandes familles, dont les halictes, les colettes, les anthophores, les andrènes, les mélitides et les mégachilles. Donc, on ne va pas aller trop dans les détails là-dedans, même si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Tout à l'heure, on va voir certains aspects, mais sans aller creuser dans chaque famille. Ce qui est très, très important de savoir, c'est qu'elles sont très nombreuses, vraiment très, très nombreuses. C'est pour ça que c'est difficile d'aller dans les détails. On dénombre entre 2000 et 2500 espèces en Europe. Et en France, près de 1000, 800 000, en fait, 800 ou 1000, enfin, c'est jamais très clair. C'est très difficile de trouver un chiffre précis, les études n'étant pas toutes d'accord. Et je me rappelle avoir entendu l'information, je ne sais plus où, qu'autour de Toulouse, ce serait plutôt plusieurs centaines, donc 100, 200, 300 espèces. Bon. Donc, vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme si on va tout apprendre à les reconnaître. Voilà. Et donc, elles sont aussi vraiment en déclin. Oui, vous avez même dans la catégorie des mellifères domestiques, il y a plusieurs... Non, alors, Apis mellifera, il y a des sous-espèces, mais c'est une seule espèce. D'accord. Et elle est vraiment présente partout. Ça s'est passé tout seul. Apis mellifera, oui, donc ce qui détermine une espèce en biologie, c'est quand elles peuvent se reproduire entre elles ou que leur descendance est fertile. Donc, Apis mellifera, les sous-espèces d'Apis mellifera, donc les Carnica ou les Ligustica, elles peuvent se reproduire entre elles. C'est pour ça que chez les apiculteurs, ils ont fait plein de croisements pour essayer d'avoir la plus douce, la plus productrice, la plus qui se débarrasse des parasites, etc. Donc, justement, on va parler d'elle. Alors, chez cette abeille domestique, on a des castes, c'est-à-dire on a une reine, on a des ouvrières et on a quelques mâles, une saison plus c'est saisonnier, qui ne font pas grand-chose que féconder la reine, ils ne savent même pas se nourrir tout seuls, donc ils sont là que pour le brassage génétique. Dès que les ouvrières n'en ont plus besoin, de toute façon, on les éjecte du nid. Nos mâles chez les abeilles, voilà. Ils ont intérêt à être des bons reproducteurs. Ensuite, donc, elles ont, par colonie, on a à peu près 50 000 abeilles. Sur une bonne colonie qui est forte, il faut voir que c'est vraiment un nombre énorme d'individus. Donc, en termes de compétition par rapport aux abeilles sauvages qui sont toutes seules, sur une niche écologique, c'est énorme. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas insister sur elles aujourd'hui et que j'aimerais vraiment
on essaye de s'intéresser plus aux autres parce que ce qu'on veut, c'est de la biodiversité, c'est de la diversité d'espèces, même si on est content d'aider les apiculteurs et d'avoir du miel et de protéger quand même l'abeille mellifère. Donc, très rapidement, hein, elles s'organisent sur des rayons de cire. Elles fabriquent une reine dès qu'elles en ont plus. Elles ont un cycle de 21 jours. Et surtout, en fait, ce qui est très, très, très remarquable avec ces abeilles sociales, très sociales, elles ont des compétences et des capacités assez incroyables et les scientifiques l'utilisent comme modèle animal pour étudier les mécanismes de mémoire, d'apprentissage, voilà, sensoriel, comme je décrivais tout à l'heure, associer le nectar à l'odeur. Et au niveau navigation aussi, elles ont des compétences assez incroyables parce qu'elles peuvent communiquer entre elles l'endroit exact d'une fleur ou d'un champ ou d'un arbre qui produit vraiment beaucoup de nectar à un temps T, en s'orientant par rapport au soleil et en revenant au nid, en faisant un mouvement très spécifique où la gravité correspond à l'angle du soleil par rapport à la position de l'abeille. Et donc, les abeilles qui regardent ou qui sentent les vibrations de cette danse, dès qu'ils sortent de la ruche, regardent le soleil, se disent « Ah, la danse est dans cette direction-là, je vais aller là-bas ». Et d'autres signes dans la danse, comme la durée du milieu du 8, là, si on veut, ça fait comme un 8, correspond à la distance en fonction de l'angle. Donc, du coup, elles arrivent à communiquer angle et distance. Et en plus de ça, plus elles dansent longtemps, plus ça veut dire que c'est une ressource de bonne qualité. Donc, elles arrivent aussi à communiquer la qualité de ce qu'elles ont butiné. Et puis, comme elles en reviennent juste, elles ont aussi l'odeur du pollen et du nectar qu'elles viennent juste de récolter. Donc, c'est vraiment des mécanismes fascinants. D'ailleurs, le scientifique qui a découvert cette danse a eu le prix Nobel, hein, c'est Carl von Frisch. Donc, elles sont très, très connues, elles nous produisent du miel et donc on veut tous les protéger. Voilà. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de nos abeilles sauvages et de leur diversité. Donc, on considère abeilles sauvages aussi les bourdons. Les bourdons, dans la clé de détermination tout à l'heure, on avait les guêpes, les fourmis et les abeilles. Les bourdons font partie des abeilles. Nous, en français, on utilise le mot bourdon, mais en anglais, c'est bumblebee. C'est une sorte d'abeille, même dans le nom littéraire. Alors qu'en France, c'est un nom différent, c'est bourdon. Donc, forcément, on ne l'associe pas forcément à l'abeille, mais c'est une abeille. Biologiquement parlant, elles ont un jabot, elles ont 2 paires d'ailes, 6 pattes, etc. Donc, ici, un petit dessin qui montre le cycle d'un bourdon. Puis ici, une abeille à culotte qui fait des grosses réserves de pollen. Et celle-ci, il me semble que c'est des collectes cunilularis, je me souviens bien. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont principalement solitaires ou semi-sociales ou sociales seulement pour les mélipones dans les tropiques. Donc, semi-sociales, ça veut dire, comme les bourdons, ça veut dire qu'elles sont sociales qu'une partie de l'année. Comme les frelons asiatiques, comme les guêpes, elles sont sociales seulement, elles ont un nid avec une reine et des ouvrières qu'en été, printemps-été. Et après, pendant tout le reste de l'automne et de l'hiver, seulement les reproductrices vont hiberner et tous les autres meurent. Donc, si vous trouvez plein d'abeilles mortes à la fin de l'été, ce n'est pas dramatique, c'est normal, c'est le cycle normal. Par terre, ou, enfin, les fourmis, normalement, ferment le cycle. Hein, mais... Donc, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 2000 espèces en Europe, c'est énorme. Et elles sont par contre en déclin, mais comme elles sont mal connues, on ne les voit pas décliner. C'est pour ça qu'il faut les connaître. Donc, en fait, pour pouvoir les... alors, attendez, je réfléchis. Ouais, non, à ma question interactive qui est liée au type de nid. Je la ferai juste après cette diapo. Donc, les abeilles solitaires font différentes sortes de nids. Donc, soit elles nichent dans le sol. On dit qu'elles sont terricoles. Donc, ici, vous voyez à droite, un peu comme un nid de fourmis, quoi, hein. Puis elles déposent leurs larves dans le sol. On a aussi les bourdons qui font leurs nids dans le sol, mais c'est plutôt ils réutilisent beaucoup les nids de souris, de rongeurs. Ensuite, on a les abeilles maçonnes ou tapissières qui, elles, utilisent, comme les mégachilles,
des bouts de feuilles. Donc, elles vont aller avec leur mandibule couper des petits bouts de feuilles. Vous avez peut-être déjà vu ça. Et puis, elles vont tapisser l'intérieur de leurs cellules. Donc, soit elles vont utiliser des galeries qui sont préfaites par d'autres insectes mangeurs de bois, xylophages dans les chênes ou les troncs d'arbres, ou soit elles vont utiliser nos fameux hôtels insectes, où elles vont aller mettre leurs petites tapisser l'intérieur avec leurs feuilles et pondre leurs œufs dans des petites cellules. Voilà. Et puis, on a nos abeilles charpentières qui, elles, sont beaucoup plus grosses. Elles ont des grosses mandibules pour creuser le bois, ou alors elles peuvent aussi réutiliser une galerie. J'ai récupéré un morceau de bois. Alors, on a déménagé de Pinsaguel à Pain-Juste-Arrêt et on a déménagé une petite partie de notre stock de bois. Et un jour, on va pour faire du feu et mon mari me dit « Mais je crois qu'il y a une abeille dedans. » Je dis « Non, il ne faut pas le brûler. » Donc, vous voyez, il y a une abeille charpentière ici, ici, le nid est fermé. Donc, elle a dû pondre à la fin de l'hiver. Elle n'a pas encore émergé. En plein écran, Neila, peut-être. Ah oui, pardon. Effectivement, on m'avait fait cette remarque. Hop. Vous voyez là, il y a 3 trous. Donc, elle en a fait un ici. Elle a commencé ici, mais elle n'a pas fini. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur, mais ce n'est pas très profond. Ça fait genre 3 cm. Et celle-ci, elle est fermée avec de la terre. Donc, il y a sûrement une abeille, une larve dedans. Voilà. Donc, les abeilles charpentières. Et d'ailleurs, j'ai même quelques échantillons ici. Est-ce que vous connaissez donc cette abeille charpentière? C'est les grosses bleues violettes. Vous les avez peut-être déjà vues voler. Elles sont, j'en ai une, mince, elle est morte, hein, mais elle ressemble à ça. Est-ce que vous voyez? Quand elles sont vivantes, elles sont un peu violettes et on voit même la langue qui est repliée. Voilà. Elles ont des grosses mandibules. Je vais revenir à mon diaporama. Voilà, et donc elles utilisent le bois. Et il y a certaines aussi qui utilisent le coton, mais un petit peu moins pour boucher le tunnel. Donc en fonction de ce que vous voyez, et il y a aussi, bien sûr, j'ai oublié, la résine. Donc les Hériades, par exemple, elles utilisent de la résine d'arbres, hein, tout simplement, de résineux, pour boucher leurs trous. Donc en fonction de, dans votre hôtel insecte, si vous voyez que c'est colmaté avec soit de la résine ou soit de la terre, comme on vient de voir, vous pouvez vous dire c'est peut-être plutôt une Hériade qui habite là ou une mégachile si c'est plutôt fermé avec une feuille, ou est-ce que je crois qu'il y a une espèce ou deux qui utilise des pétales de fleurs aussi, mais je crois que c'est assez rare. Faut tomber dessus. Donc là, on va faire la question interactive avant de passer à la suite sur les types de nids. Hop. Alors là, c'est différentes images de types de nids. Essayez de cliquer, de reconnaître ceux qui sont des nids. Bon, des fois, il y a un peu l'insecte dessus, donc ça aide. Lesquels sont des nids d'abeilles ou de bourdons et lesquels ne le sont pas. Donc, je rappelle, on clique sur le nid, après on fait valider et on recommence. Alors, c'était celle-là. Merci pour les images parce que Mais sur le téléphone, c'est de voir sur le téléphone. J'ai pu en cliquer qu'un seul. J'ai pas pu cliquer les autres. Ah mince, même en faisant valider et en essayant. Oui, ah ouais, mince. Moi, c'est pareil. Hein. Ouais. Ah mince, je l'ai fait très rapidement hier soir, celle-là, j'ai oublié de la paramétrer correctement. Je suis vraiment désolée. Alors, on va vous questionner. Qui pense que celle-ci, c'est une abeille ou un bourdon? Levez la main. Tout le monde? Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a vu qu'elles pouvaient faire des nids dans le sol. Donc, bon, ça peut être aussi une fourmilière, mais ça peut être une abeille. On va considérer que c'est une abeille. Celui-ci, ici. Est-ce que vous pensez que c'est abeille ou bourdon? Non, pas trop. Vous ne savez pas? Personne ne sait ce que c'est? Alors, on a Aurélia et Robert qui nous ont rejoints. Je ne vous avais pas vu, je suis désolée. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Alors, ça, il y a un indice ici. Il est là, l'animal.
Vous voyez? C'est un bourdon. C'est l'intérieur d'un nid de bourdon, ça ressemble à ça. Celui-là est particulièrement gros. Donc, vous voyez que ça, elles ont, en fait, là, elles étaient dans une toiture d'une maison et on voit la laine de verre. Elles aiment bien tout ce qui est cotonneux, en paille. Donc, toutes les petites boules là, c'est les larves. Et les boules moins claires autour, c'est les réserves de miel. On voit du miel ici, là, vous voyez? Ça brille un tout petit peu. Donc, elles mettent les larves au milieu et autour, elles mettent les réserves de pollen et de miel. Donc, voilà, ça c'est le bourdon. Donc, elles font de la cire, hein, comme les abeilles. Pareil, c'est en cire. Ici, c'est des abeilles, il me semble que c'est des mégachilles, mais je ne suis même pas sûre. C'est des abeilles semi-sociales. En fait, elles sont solitaires, mais elles se rassemblent quand même à des endroits communs pour pouvoir se défendre des prédateurs. Donc, certaines espèces font ça. Et là, le nid, il est en quoi? C'est de la terre. Ah. C'est de la terre. On les voit ici, là. Ici, ici. Bon, par contre, je n'ai aucune idée de quelle région ça provient. En fait, ce genre d'agrégat, c'est souvent sur les talus ou parfois dans les murs en terre, sur les vieilles fermes, on peut trouver aussi ce genre de nid agrégé. C'est très important. En fait, il y a énormément, je crois que c'est 80% des abeilles solitaires sont terricoles. En fait, la plupart vivent dans la terre. Donc, celle-ci, qui pense que c'est des abeilles ou des bourdons? Eh bien, non, malheureusement, c'est pas de chance. C'était très difficile. Ouais. Ça fait pas longtemps que je le sais. C'est des guêpes maçonnes, celles qui ont des corps un peu longs, là, qui font ce genre de nid. Des nids comme ça, j'en avais dans mon top case de moto à la fin de l'hiver. Et j'ai vu effectivement en les enlevant qu'il y avait des guêpes qui étaient dedans. Ah ouais. Ah ouais, bon, n'importe où, hein. C'est incroyable. Alors ici, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ça ressemble pas à un nid de bourdon. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors ça, pourtant, il y en a pas mal ici. C'est des menthes religieuses, en fait. C'est des œufs de menthes religieuses, très, très, très mousseux. Enfin, c'est comme de la mousse expansive, un peu. Mais c'est pas très gros. Hein. J'aurais dû le prendre. J'en ai une dans mon jardin, un grand comme ça, à peu près. Et donc, chaque petit trait qu'on voit là, c'est un œuf. C'est une menthe religieuse qui va émerger. Donc, voilà, ça, c'est pas du tout une abeille ou un bourdon. Mais peut-être que vous saurez reconnaître la prochaine fois que vous en verrez. Ici, vous aviez quasiment tous cliqué sur celui-là et direct, vous avez dit, ça, c'est des abeilles. Donc, très bien. Ça ressemble à un essaim d'abeilles qui s'est bien installé en plein air. Donc, ici, dans nos régions, c'est un peu limite pour qu'elles s'installent avec un nid aussi gros en plein air. C'est plutôt dans les régions tropicales qu'elles arrivent à rester sans cavité. Normalement, elles sont dans les cavités. C'est dans la cavité d'un arbre qu'elles vont fabriquer ce genre de structure, sauf dans les pays chauds, tropicaux. Ici, qui pense que c'est bourdon abeille? Là, vous savez, vous pouvez me dire avec les diapos d'avant. Qu'est-ce que c'est? Un nid de frelons. Voilà. Et donc, ici, c'est du frelon européen. On voit bien que c'est noir et jaune, mais ça a la même forme que les frelons asiatiques. Voilà. Et puis, celui-là, bon, il est un peu plein de toiles d'araignée, mais qu'est-ce que c'est, ça? On en voit beaucoup, beaucoup ici. Donc, ça, c'est pareil, c'est des guêpes. Des guêpes semi-sociales, donc qui font vraiment leur vie sociale qu'en été. Voilà, elles ont une reine et des ouvrières. Et on en voit vraiment beaucoup, je suis surprise. Alors, on va continuer. Donc, comme je vous disais, elles ont un cycle annuel, ces abeilles sauvages. Et donc, les semi-sociales, je vous en ai parlé, elles font une vie sociale pendant l'été et l'hiver, elles hibernent. Mais les solitaires, elles font pareil. Elles ont une grosse période d'hibernation. Et on va voir que ça dépend des espèces, la durée de cette hibernation. Et donc, elles vont se réveiller au printemps. Les femelles et les mâles, en fait, souvent à peu près en même temps.
Ils vont se fertiliser, ils vont aller se nourrir, ils vont récolter du pollen, du miel pour aller, surtout les femelles du coup, pour aller pondre leurs œufs, leur donner des réserves et pouf, elles vont se remettre en hibernation. Sauf pour certaines espèces qui font 2 générations dans l'année, vont pondre leurs œufs, les œufs vont éclore à la fin du printemps ou pendant l'été, qui vont refaire un stock d'œufs et après vont aller hiberner. Donc certaines espèces vont faire une génération, d'autres 2. Donc, si elles font qu'une seule génération, elles sont un peu plus fragiles. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, je vous ai montré lesquels étaient des bourdons et des abeilles. Donc, voilà, la diapo ici montre bien, je vais vous expliquer, le fait qu'elles ont plus ou moins des durées d'hibernation longues. Donc, les couleurs correspondent aux périodes où elles sont actives. Donc, par exemple, la Colette Cunicularius, elle va être active très, très, très tôt dans le printemps et après, elle va hiberner à partir de mai. On ne la verra plus jusqu'à l'année prochaine. Donc, s'il y a des intempéries pendant mars-avril, eh ben, ce n'est pas de bol pour la Colette Cunicularius. Et du coup, voilà, et c'est pareil pour les ressources, quoi. Si juste là où elle habite, il y a un traitement chimique sur le champ juste en mars ou en avril et que voilà, c'est pas de bol non plus, elle n'aura pas de reste de l'année pour se refaire. Donc, c'est vraiment pour illustrer qu'elles sont très, 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 très fragiles à ce niveau-là déjà. La chélostoma, par exemple, avril, mai, juin, et puis on voit bien que certaines espèces ont un peu plus, ont plus de chance, elles sont actives plus longtemps, comme les bourdons qui sont actifs de mars à octobre et qu'on voit très tôt dans la saison. Certaines espèces qui ne sont pas du tout ici, mais qui sont très connues, qu'on voit beaucoup à Toulouse, c'est les osmies cornues. D'ailleurs, j'en ai une là, celle qu'on a vue tout à l'heure avec les petites cornes. Ça, c'est vraiment les premières qu'on voit. J'ai remarqué ça du coup depuis que j'habite ici. Qui sont actives dans la... c'est flou. Et puis en plus, je suis toute petite. Je vous la remontrerai tout à l'heure. Je vous les remontrerai toutes. Donc, elles sont à peu près la taille d'une abeille mellifère, donc à 1,5 cm, 2. Ouais, c'est plutôt 1,5 cm. Ouais, 1 cm. Je crois que c'est 12 mm. Et elles sont très, très rousses, l'abdomen et noir. Donc, en mars, l'année prochaine, vous ferez attention. Si vous voyez un truc poilu roux, c'est sûrement une osmie ou une osmie rousse ou une osmie cornue. Et puis, bon, après, on a d'autres espèces. Une autre espèce qui est très emblématique d'une période de l'année, c'est la Colette du lierre, qui est aussi... c'est l'inverse. Elle émerge de son trou, c'est une neftard, vraiment qu'à la fin de l'été pour aller vraiment spécifiquement sur le lierre, d'où son nom. Et elle est très reconnaissable avec son abdomen strié aussi. Et voilà. Donc, on ne va pas toutes les couvrir en détail, mais bon, vraiment pour illustrer qu'elles ont des périodes d'hibernation plus ou moins longues. Ensuite, une autre façon de les protéger ou d'observer leur habitat, ça c'est une étude de 2016, donc j'essaie de traduire. Donc ici sur le graphique, vous avez la hauteur qui est symbolisée et là le moment de la journée. Donc c'est une étude qui regardait la proportion de soit bumblebees, donc les bourdons, soit d'abeilles, honeybees, soit les abeilles solitaires, ou soit les mouches comme les cirfes qu'on a vu tout au début, qui pollinisent beaucoup aussi. Vous les voyez sûrement pas mal en ce moment sur les fleurs d'ailleurs. Et donc, ils ont regardé 2 sortes de champs, une sorte de champ où il y avait une diversité de plantes qui avaient toutes la même taille, et un autre type de champ où il y avait une plus grande diversité de plantes avec différentes strates de fleurs. Donc, possibilité d'aller butiner à différentes hauteurs. Et donc, ils ont observé que finalement, les abeilles solitaires, dans cette condition-là, leur niche écologique était chevauchée par les bumblebees, les abeilles et les bourdons. Bon, les overflies, elles étaient plutôt dans la journée, donc elles étaient un petit peu moins à cheval. Mais par contre, quand on leur mettait des fleurs plus basses, et bien là, elles avaient une préférence pour les plus basses. Et donc, du coup, elles étaient complètement séparées en niches écologiques. Et donc, du coup, pouvaient avoir plus de nourriture. Et donc, évidemment, qui dit plus de nourriture, meilleure qualité de vie, meilleur taux de reproduction, augmentation de la population, etc. Donc, voilà, c'est des études comme ça qu'on espère vont ressortir pour mettre en évidence ces problèmes et trouver des solutions.
Voilà. Bonjour Sarah, que je n'avais pas vu arriver. Bonjour, excusez-moi, je vais enlever l'audio. Pas de Je viens juste problème. d'arriver. Je viens juste d'arriver. Voilà. Donc ici, j'avais ma question sur la différente taille de langue tout à l'heure. C'était la diapo qui allait avec, c'était celle-là. Donc, vous aviez bien répondu que les abeilles ont différentes tailles de langue en fonction, donc, suite à une coévolution. Coévolution, ça veut dire une évolution qui a été corrélée à la plante. Donc, une abeille survit grâce à la présence d'une plante particulière qui lui fournit du nectar. Et la plante a une meilleure taux de reproduction parce qu'elle est mieux pollinisée, un meilleur brassage génétique. Donc, qui dit meilleur brassage génétique dit meilleure protection contre les parasites dans l'écosystème, donc meilleur taux de reproduction, etc. Donc, c'est un cycle vertueux. Et si l'abeille n'a pas besoin d'une longue langue pour aller chercher le nectar, elle n'a pas de raison qu'elle évolue enfin, disons que les abeilles qui auront une langue plus longue ne seront pas favorisées spécialement. Elles seront favorisées en évolution avec des plantes qui ont du nectar, mais qu'il faut accéder avec une grande langue. Un peu l'histoire de la girafe qui a allongé son cou pour aller manger les feuilles en haut de là. Donc, certaines espèces ont coévolué avec leurs fleurs et à tel point de devenir extrêmement dépendantes de la fleur et inversement. Donc, encore une fois, une fragilité de certaines espèces vis-à-vis de l'écosystème qui les entoure. Donc, juste pour rappeler très rapidement, vous savez peut-être déjà tous, mais la pollinisation, c'est le fait de passer les cellules mâles, donc l'équivalent des spermatozoïdes si on veut, hein, sur les anthères, le pollen va s'accrocher au poil et qui va, une fois que l'abeille va visiter une autre fleur, si la fleur est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a les organes fleurs femelles et mâles sur la même fleur, donc comme celle-ci sur le diagramme, à chaque visite de fleur, on a un échange de bons procédés. Si c'est des plantes qui ne sont pas hermaphrodites, il faudra que l'abeille passe d'abord chez la plante mâle pour après aller visiter la femelle pour qu'il y ait pollinisation. Donc, le pollen, après avoir été transporté sur les poils, rentre dans l'appareil femelle de la fleur pour féconder tout simplement et se transformer en fruits, en graines, etc. Voilà. Donc, juste rapidement, les abeilles à langue courte, c'est les mélitytes, les andrènes, les halictes et les collettes, donc comme la collette du lierre qu'on a vu tout à l'heure, et les abeilles à longue langue, comme on a vu tout à l'heure quand j'ai montré le xylope, vous avez vu, le xylocope, pardon, il avait une super grande langue, je vous le remontrerai parce que là, je suis vraiment tout petite dans ma vignette. Voilà. Et nos apis mellifera ont aussi une très longue langue. Donc, pour protéger nos abeilles, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui les impacte le plus. Donc, on entend énormément parler de pesticides, d'herbicides, mais c'est effectivement un des facteurs les plus alarmants qui affecte les insectes, puisque c'est une arme chimique pour tuer des insectes, donc c'est normal que ça les tue. Cependant, la réduction de la diversité des fleurs et la quantité des fleurs est tout aussi importante dans l'impact que ça a sur la disparition de la diversité d'espèces d'abeilles, d'insectes en général. Donc ça, c'est une étude de 2016 qui a identifié ces aspects vraiment en relation qu'avec les abeilles sauvages. Donc, après, peut-être que si la même étude était faite sur des insectes, les pesticides herbicides remonteraient avec 3+. Voilà, c'est une étude particulière. Donc, tout ça pour dire qu'il faut juste qu'on fasse extrêmement attention comme Pinsagel le fait, si j'ai bien compris, à garder des espaces protégés, non tondus,
des couloirs de navigation des insectes et vraiment, vraiment faire passer ce message dans la population des gens qui ont un jardin parce que tondre, c'est assez satisfaisant d'avoir une pelouse toute nickel, mais vraiment, c'est vraiment terrible pour les insectes. Bon, après, l'impact vient malheureusement plus des déserts agricoles finalement. Les jardins, c'est une chose, mais c'est plus facile de le contrôler dans les villages et finalement dans les jardins que dans les champs, même si l'agriculture est aussi en mutation, en essayant de diminuer les intrants, en essayant de changer les pratiques, mais ce n'est pas très rapide. Donc voilà, j'ai commencé à entamer cette partie sur comment les aider très rapidement. J'ai un super document, si vous ne l'avez pas, qui s'appelle « Liste des plantes attractives pour les abeilles », qui liste les arbres, les arbustes, les plantes et les 3 bulbes qui sont là, avec la période de floraison, l'intérêt pour le nectar, l'intérêt pour le pollen et l'indice de confiance. Je ne sais plus ce que c'est, ça doit être la facilité à faire pousser peut-être. Mais bon, après, ce n'est pas un guide qui est lié à la région. Et ça, c'est très important aussi à considérer. Donc, c'est vraiment une expertise à avoir pour savoir quel type d'arbre planter. Mais vraiment, un des plus importants leviers pour planter des fleurs, c'est les arbres. Parce qu'un arbre, c'est vraiment tout de suite énormément de fleurs. Donc, vraiment, le message principal que j'aurais à donner, c'est planter des arbres, planter des fleurs, laisser pousser. Voilà. Et alors, pour ce qui est des hôtels à insectes, rapidement, je ne suis pas une experte, hein, mais en lisant quelques articles et livres, je me rends compte que, comme ça devient très populaire, on se rend compte de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et le fait d'avoir des gros insectes à hôtel, on s'aperçoit que ça attire aussi les parasites. Et donc, j'en ai pas parlé, mais certaines abeilles solitaires, c'est des abeilles coucous, comme les coucous, elles vont pondre dans les nids des autres pour ne pas avoir à aller chercher le nectar et le pollen et ne pas avoir à s'occuper, en gros, à faire le sale boulot. Donc, bon, après, elles font partie de la biodiversité. Mais ça attire aussi plus les parasites. Donc, l'équilibre dans l'écosystème parasite-hôte, c'est bien aussi de ne pas trop le modifier en faisant des trop gros hôtels insectes qui attireraient ou déséquilibreraient l'équilibre idéal. Enfin, donc, voilà. Voilà, donc c'est vrai que ce serait intéressant de lancer aussi une petite campagne, de faire des petites niches à insectes plutôt qu'un gros dans le village finalement, si vous voulez développer ça à Pinsaguel en tout cas. Beaucoup, comme je vous ai dit, d'abeilles nichent dans le sol et ont besoin de terre. Et on voit très peu d'hôtels insectes qui ont cette... alors, je ne sais pas, vous me disiez que vous aviez un cahier des charges des matériaux de hôtels insectes que vous aviez commencé à Pinsaguel. Donc ça, je serais intéressée d'échanger après au travers de ça, parce que je vois très peu d'hôtels insectes avec de la terre. Pourtant, c'est 80% des espèces d'abeilles. Voilà, alors très rapidement, j'ai trouvé un truc super là pour faire des nids de bourdons très simplement avec un pot un pot en terre cuite, quoi, et avec de la paille, tout simplement, ou du coton, ça marche bien, ou de la fibre d'isolant, ou voilà, en tissu. Quelque chose d'un peu absorbant et agréable, doux. Le retourner comme ça dans la terre, et ensuite mettre une plaque par-dessus. C'est vraiment pour que la pluie ne rentre pas. Bon, évidemment, il faut que le trou du milieu ici, les bourdons puissent sortir. Donc, peut-être mettre des pierres et après la plaque par-dessus. Donc, ça, c'est vraiment peut-être quelque chose qu'on pourrait expérimenter. Alors, j'ai lu que mettre des odeurs de rongeurs, alors, je ne sais pas comment en trouver, mais pouvait aider à attirer les bourdons. Parce qu'après, c'est bien d'en faire des nids, mais c'est c'est assez dur de les attirer. Après, c'est vraiment le challenge, quoi. Donc, il y a beaucoup de grands hôtels insectes qui incluent dans leur hôtel insecte une niche de bourdon au milieu. Mais vraiment, la chance d'attirer une femelle bourdonne qui s'installe dedans, je pense qu'elle est très, très faible. Déjà parce qu'ils nichent beaucoup dans le sol. Et puis, en plus, il y a plein d'autres espèces à côté. Voilà. Donc, bon, en tout cas, les odeurs de rongeurs, apparemment, ça aide.
Et puis, bon, après, il y a des petites boîtes qui ressemblent à des ruches. J'ai vu trouver dans un livre, mais j'aurais impossible de trouver sur Internet pour mettre l'image. Alors, attendez, je ne peux pas arrêter le partage d'écran. Mais j'ai trouvé ça qui était pas mal. Vous me voyez en grand, là? En fait, c'est un guide pour fabriquer une ruche à Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est dans ce livre qui s'appelle Hôtel Insectes de Oulmer. Et bon, après, on peut se le passer. Je pourrais vous redonner la référence. Mais en tout cas, il y a des endroits. Mais sur Internet, je ne retrouvais pas. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis, c'est plus ou moins tout. J'avais juste une diapo, mais c'était des références, en fait. C'est vraiment un peu random, mais j'ai une app sur mon téléphone que j'adore, alors je voulais le partager. C'est Seek, c'est pour reconnaître le nom des plantes juste en scannant. C'est une intelligence artificielle qui va sur un cloud. SEEK, et ça fonctionne super bien. Vraiment, j'adore. Donc, je pense que ça va de pair avec la connaissance des abeilles, la connaissance des plantes. Surtout, moi qui suis nouvelle dans la région, vraiment, j'ai besoin de cet outil. Après, bon, j'ai mis le lien du syndicat Apiculteur Occitanie parce que j'en fais partie et je sais qu'ils ont des programmes pour parrainer des ruches. Si vous ne connaissez pas l'abeille mellifère, mais que ça vous intéresserait d'en visiter, c'est possible d'en parrainer, d'avoir un petit peu de miel à la fin de la saison et puis de la visiter. Voilà. Et le lien qui est en dessous, c'est le lien des plantes que j'ai mis tout à l'heure. Donc ça, je vais le mettre dans le chat conversation de Zoom. Comme ça, vous pourrez le télécharger. Puis, sinon, je pourrais le passer à Estelle aussi. Sinon, Estelle, si tu veux je vais le récupérer. Donc, voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez échanger sur ça? Il y avait des questions, il me semble, de Sarah, qu'elle a mis dans le chat, mais peut-être elle peut directement. Alors, Sarah, meilleure date de tonte et de fauche? Ben, il n'y en a jamais. Hein. Vous avez vu qu'elles sont... elles s'étalent dans le temps, les activités des abeilles solitaires. Je dirais plutôt que c'est l'hiver. Voilà. SIC reconnaît les insectes aussi. Ah, mais je ne savais pas. Pourquoi je ne l'utilise pas bien alors, mon app? Du coup, Sarah, tu l'utilises cette app? Je peux parler? Oui. Oui, Bien moi sûr. j'utilise beaucoup. En fait, je l'utilise depuis le premier confinement. Je suis D'accord. tombée par hasard parce que ça fait des années que je cherche des applis là-dessus parce que franchement, j'ai du mal encore avec les livres pour le moment. J'espère un jour revenir sur les livres et tout ça. Et j'ai toujours essayé avec les livres, j'ai toujours eu du mal. Et je suis tombée sur SIC et c'est une révélation. C'est vraiment... Et en plus, c'est participatif parce qu'en fait, c'est des scientifiques derrière qui sont en train de faire des données et c'est dans le monde entier. Parce qu'après, on a un tableau de bord en plus sur Internet. On va sur Internet, on a notre tableau de bord, on a toutes nos observations et on a les observations des autres. Et si aussi, au cas où, parce que comme vous, je pense que vous êtes plus à même de voir s'il reconnaît. Des fois, il reconnaît les abeilles. Hein. Moi, j'ai eu des abeilles. Les xylopes, je ne connaissais pas avant SIC. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait intéresser à tout, les insectes, les plantes, les oiseaux. Il reconnaît. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut lui mettre un téléobjectif et tout. Il faut bien arriver à s'approcher. Mais il reconnaît pas mal de choses et c'est vraiment... Et j'ai essayé de... C'est pour ça aussi, je vais voir dans les conférences, les ceci, cela, les balades, dès que je peux... Là, en ce moment, on ne peut pas trop faire de balades, mais dès que je peux faire des balades avec des experts pour corroborer par rapport à ce qu'il fait. Et c'est franchement assez correct quand même. Je pense que l'intelligence artificielle, elle est liée à l'aspect participatif que vous mentionnez. Le fait que chacun prenne une photo, l'appareil, il apprend de plus en plus sous différents angles, sous différentes saisons, à reconnaître la plante. Et c'est super puissant. Ouais. Du coup, moi j'utilise beaucoup SIC. Après, des fois, quand il a du mal, parce que des fois, il a du mal parce qu'il est assez précis. Quand il a du mal, je vais sur Google Lens. Et lui, il reconnaît tout, c'est pareil. Ah ouais, Google Lens. Alors, Google Lens, lui, il est dans plutôt, je fais des comparaisons de la photo que vous avez prise par rapport à toutes les photos qu'il y a sur Internet et il sort les photos après sur sa base Google.
Et du coup, ouais. on peut aussi, soi-disant, le Muséum même d'histoire naturelle aime bien Google Lens. Ah, d'accord. Mm, Ouais, en mm. fait, ils utilisent l'intelligence artificielle puissante de Google pour faire le boulot, quoi. Ouais, C'est ça, ouais. Mais c'est plus Google Lens, j'ai l'impression que c'est plus par comparaison, alors que Seek, j'ai l'impression qu'il va regarder un peu plus. Je ne sais pas, en fait. Je ne connais pas encore le système informatique là-dessus, mais moi, ça fait un an, ça va faire un an depuis le premier confinement, et vraiment, il a changé ma vie, voilà. J'adore le témoignage. Ouais, voilà. On fait pas de la pub, on n'a pas de part chez SIC, hein. Mais Non, j'ai pas de moi part aussi, chez ça, c'est Moi, au chouette. contraire, je veux faire de la pub pour SIC, et je me dis c'est le meilleur moyen d'amener les gens à la nature, parce qu'en fait, on regarde plus la nature. Personnellement, Oui. c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai. Et vraiment, je pense que c'est un meilleur moyen pour réavoir. Il y a des fois des profs de biologie aussi qui proposent SIC pour ça. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'amener ça. Si on peut, par l'intelligence artificielle, pour une fois, que l'intelligence artificielle est une bonne chose, eh ben, pour amener après à plus d'écologie, d'environnement, voilà. Ouais. Juste pour info, j'enregistre. Alors, est-ce qu'on continue d'enregistrer les questions ou j'arrête l'enregistrement? C'est juste pour que tout le monde soit OK, parce que souvent, quand on discute, on allume les caméras, tout ça. Donc, est-ce que vous êtes tous OK pour continuer l'enregistrement ou je l'arrête? Estelle, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut continuer, sauf Tout le monde si est quelqu'un a d'accord, des oui. idées. Si tout le monde est d'accord, on continue. Tout le monde est d'accord? OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des échanges? Est-ce que du coup, je peux reposer la question pour les fauches et les tontes? Parce que, est-ce que par exemple, je veux dire, comment on peut faire quand on est dans une copropriété, d'essayer de peut-être limiter les tontes ou de... Il faut alterner, en fait, c'est surtout ça. C'est surtout qu'il faut toujours qu'il en reste pour que les abeilles, tous les insectes puissent se réfugier à un endroit. L'importance, je pense que ce n'est pas vraiment le moment, je pense que c'est plutôt la quantité. D'accord. Ok. Et donc, non, parce qu'une fois, j'avais un botaniste qui disait, limite, il faudrait peut-être attendre fin avril ou fin juin, et puis après, la deuxième. Parce qu'après, il disait que ça permettait aussi que des graines, d'autres types de fleurs se mettent en place ou non. La tonte alternée le permet, la tonte alternée le permet. Cette renouvellement, oui. C'est vrai. Alors, question aussi très bête, si on fait pas de tonte, qu'est-ce qui se passe en vrai? On aura des arbres, hein, comme les terrains de Pinsagal qu'on voit qui ont été à l'abandon pendant plusieurs années. Ça va transformer. D'abord, c'est les petites herbes qui prennent le pas. Après, elles sèchent en hiver, mais il va y avoir des petits arbustes. Puis après, ça fera une forêt de petits arbustes. Et puis après, dizaines ça, j'entends d'années. bien. Je veux dire, mais si par exemple, on ne tombe pas que pendant l'été, et par exemple en hiver, parce que généralement en octobre, si on peut tondre, ça va moins impacter sur les insectes. Est-ce qu'on peut attendre octobre ou... Parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, mais le jardin, il n'est pas beau, ceci, cela. Moi je veux répondre aux questions des gens qui me disent, ah ben non, il faut qu'on tonte, il faut que... Et dire que non, ne pas tondre, ça serait bien quand même pour... Je pense que tonte alternée, c'est vraiment, vraiment la réponse. Hein. Après, tondre en octobre, oui, c'est mieux qu'en été, hein, je pense, parce que justement, beaucoup d'espèces hibernent. Oui, oui. D'ailleurs, même pour les arbustes et les plantes, c'est mieux. J'ai cru comprendre. Oui, effectivement. Il y avait Isabelle qui voulait aussi peut-être prendre la parole, mais sur ces questions-là, peut-être que du point de vue de la mairie, il y a peut-être des choses, peut-être qu'il y a des idées là-dessus. Puis après, ça m'aurait intéressé de voir, enfin, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait justement ce cahier des charges sur les hôtels à insectes. C'est quelqu'un qui est au Conseil citoyen qui m'en a parlé. Et donc, voilà, je voulais savoir comment c'était né. Puis il y a aussi la distribution de graines. Voilà, que peut-être Isabelle, tu nous parles un petit peu de tout ça. Ouais. Écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Naïla parce que on a toujours à apprendre. Juste une question. Donc, il est plus important aujourd'hui de semer des mellifères et de ne pas tondre son jardin plutôt que de faire des petits hôtels à insectes. Ah oui, tout à On fait. est d'accord, hein, c'est Il faut les nourrir avant de les loger. Les nourrir, Logements, d'accord. ils en trouveront. Par contre, la nourriture, c'est vraiment, on a bien vu hein, l'étude qui montre que c'est vraiment la nourriture. Ouais. C'est vraiment la nourriture, oui. Voilà, je suis d'autant plus contente qu'on ait eu cette idée au dernier marché. Là, on a distribué, la mairie a offert des sachets de graines de mellifères
aux enfants qui passaient dans Super. la proximité. Et je dois dire que ça a été super bien reçu et quasiment la moitié des familles à qui j'expliquais que c'était important de laisser le fond du jardin non tondu, à peu près la moitié des familles étaient au courant. Et j'ai été agréablement surprise des réactions d'acceptation et d'encouragement à ce genre de pratique, quoi. Donc, C'est super, c'est une bonne nouvelle. Et passer par les enfants, voilà, ça a été, je pense, un bon vecteur. Donc, il faut absolument que vous continuez ce genre d'opération. Après, non, au niveau des hôtels à insectes, le service espace vert s'en sert, mais plus pour un objet urbain, objet de décoration. Et ça fait écho là. Je pense qu'on en a un en commande qui va arriver, qui est un très gros pour mettre sur un rond-point. Et je me rends compte que c'est pas forcément le meilleur objet qu'on puisse acheter à la commune. Donc c'est un peu un coup parti là. Bon. C'est pas grave, non, mais c'est toujours quand même bien l'image. Hein. Voilà, de sensibiliser un peu, de communiquer par rapport à ça. Après, oui, on a des agents au service espace vert qui sont extrêmement compétents, très curieux et très super actifs dans ce genre-là. Donc voilà, les espaces non tendus, ils le font au maximum. Vraiment, ils s'y connaissent et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces compétences au service de la mairie, quoi. Alors après, oui, on travaille aussi beaucoup avec des nichoirs, des hôtels à insectes, etc. Après, il y en a un petit peu partout sur la commune, mais voilà, c'était plus en guise de sensibilisation aux enfants et pas forcément peut-être trop en termes opérationnels au niveau dans les jardins domestiques, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus communiquer. Sur le dernier marché, il y avait aussi Nature en Jeu qui a tenu un stand pour faire des hôtels à insectes, justement. Donc, c'était aussi vraiment le bon moment et c'était très intéressant. Et il me semble qu'ils étaient à une des fêtes de la réserve naturelle aussi. Aussi, ouais. Les mêmes. On les a fait revenir parce qu'on a 3-4 marchés. On essaye de mettre en place 4 marchés dans l'année où on fait une extension de marché et on fait quelques animations. Et moi, j'essaye d'en profiter pour amener un message sur la transition écologique, quoi, et le respect de l'environnement. Et c'est vrai que là, ce dimanche, c'était sur les mellifères. Il me semble que c'est là que j'ai rencontré Estelle, au marché du printemps, c'est ça? Oui. On était un. Oui. Mais sur le fait de ne pas faucher, c'est quelque chose qui… je trouve que c'est difficile parce que c'est inquiétant. Il y a des réactions assez irrationnelles. Souvent, moi, je sais que quand j'ai un bout de jardin, je ne fauche pas. Et j'ai souvent des réactions où on me dit « mais je vais me laisser envahir ». Il y a un peu cette image de la nature envahissante qui va tout d'un coup, comme si on était dans la jungle amazonienne et que de ne pas tondre nous mettait en danger, en fait. Hein. C'est très curieux. Donc, je me dis, il y a vraiment besoin d'une campagne de sensibilisation pour dire, mais c'est pas grave, quoi. Si on a des herbes hautes, puis moi, je vois dans mon jardin, en fait, les herbes, elles ne restent hautes que quand ma fille ne joue pas dedans. Donc, si je pars une semaine, les herbes se redressent. Mais dès que je suis là, les herbes sont couchées. Hein, c'est bon. Voilà. Enfin, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il y a une peur. Hein. Même il y a une pour peur, les vipères. En fait, c'est la même peur que pour la peur des insectes, en fait. Mais c'est vrai que comme il y a des fois des phobies pour les insectes qui sont physiologiques, il faut essayer de surpasser ça au niveau culturel. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Nicolas, sur le fait qu'on ne va pas voir s'il y a un serpent ou que. Alors que il y a tout ça en fait derrière le fait de ne pas tondre qui. Ouais. Et ayant habité en Australie où il y a les serpents les plus venimeux du monde, maintenant les vipères ça me fait rire. Donc quand il y a des gens ils me disent faut tondre parce qu'il y a des vipères, ça me... je me dis c'est pas possible. Mais bon. Nicolas, vous vouliez poser peut-être une question, vous aviez levé la main. Oui, en fait j'avais 2 questions. Déjà, je voulais vous féliciter et vous remercier pour la présentation et toutes les infos qu'on a apprises. C'était vraiment super. La première question, c'était, si j'ai bien compris, en fait, Apis mellifera, c'est la seule espèce réellement sociale d'abeilles qu'on retrouve en Europe occidentale. Oui,
Et je me demandais de quelle zone géographique elle est endémique, cette espèce. C'est connu, ça? Alors, l'abeille est arrivée d'Asie, l'abeille sociale. D'accord. Plus quand, mais vraiment Apis mellifera, elle est donc cousine de Apis cerana, qui est une autre espèce, on appelle, c'est les espèces de cavités, en fait, c'est les espèces mellifères qui vivent dans les cavités, qui sont de la taille de Apis mellifera. Il n'y a que deux espèces, il y a Apis cerana et Apis mellifera. Et ensuite, on a, donc ça c'est les espèces sociales, donc en Asie, ils en ont deux. Et en Indonésie, D'accord. elles sont arrivées en Australie aussi. Et donc, à côté de ça, comme j'expliquais au tout début, il y a aussi les abeilles géantes, Apis florea, pardon, Apis dorsata. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des chasseurs de miel au Népal. Donc, ils chassent cette espèce qui font des grands, grands pains de miel, mais un pan unique sur une branche d'arbre, qui sont aussi cousines de ces abeilles sociales. Donc, ça fait... je ne sais plus, je crois qu'il y a 11 espèces d'abeilles géantes, donc deux espèces d'abeilles intermédiaires, si on veut, de cavité, et les petites, ça s'appelle les small nesting, je ne sais plus, c'est une dizaine d'espèces aussi. Donc, il y a vraiment très, très peu. Finalement, quand on regarde le nombre d'espèces solitaires, quand je vous dis des milliers d'espèces, alors que les abeilles sociales, vraiment, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Après, il y a aussi les mélipones. Et les mélipones, il y en a beaucoup plus. Elles sont vraiment sur tous les tropiques. Donc, sur chaque continent, elles ont évolué différemment. Donc, il y a différentes espèces en fonction. Donc, sur les tropiques aux Amériques, sur les tropiques en Afrique, les tropiques en Asie. On a... ouais, en fait, je ne saurais pas dire le chiffre. Je dirais une bêtise, mais peut-être plutôt de l'ordre des centaines, quoi. D'accord. Et après, c'était juste une question par curiosité. Vous étiez où en Australie et qu'est-ce qui diffère par rapport à la biodiversité de la faune d'abeilles entre l'Australie et la France? En fait, c'est rigolo. Il y a énormément de convergence, ça s'appelle en évolution. C'est quand deux espèces évoluent à deux endroits séparés, mais que finalement, elles ont les mêmes aspects. On a aussi des coupeuses de feuilles, on a aussi des terricoles, on a aussi des résineuses, enfin et par contre, on n'a pas de bourdon. Alors ça, c'est vraiment très spécifique. Là-bas, le bourdon, bon, il est arrivé par l'Asie, il est en Nouvelle-Zélande maintenant, mais arrivé par les bateaux, quoi, comme le frelon ici. Il est en Tasmanie aussi, et il y a une grosse guerre sur les agriculteurs qui veulent l'importer pour polliniser leurs tomates, comme chez nous. Mais les protecteurs de la biodiversité disent non, il faut utiliser les abeilles solitaires qu'on a, parce que l'abeille mellifère ne pollinise pas aussi bien que les bourdons et les abeilles solitaires qui font vibrer la fleur, et donc techniquement la pollinisation de meilleure qualité. Donc on a les mêmes questions, c'est vraiment rigolo, mais enfin c'est rigolo. C'est vraiment, c'est aussi en fonction des niches écologiques, quoi. C'est comme les diversités des oiseaux. Ils vont avoir des longs becs pour aller chercher dans la boue. Donc, là où il y a de la boue, on aura dans les deux endroits Donc, c'est pareil, les abeilles avec les longues langues, les courtes langues. Et donc, on trouve ces convergences au niveau des tailles d'insectes et des différentes parties du corps. Voilà. Donc, pareil, au niveau des guêpes coucou, les abeilles coucou, pareil, c'est pareil, il y en a aussi là-bas. Et les espèces de guêpes aussi. Et donc, beaucoup, beaucoup de similitudes. Enfin, en tout cas, au niveau de la diversité. Mais ceci dit, il y a quand même des kangourous qu'il n'y a pas ici. Et au niveau de la faune et la flore, c'est quand même très, très différent. Et j'étais à Sydney au passage. À Sydney, d'accord. Ok, merci. Isabelle? Ouais, j'ai encore une question. Est-ce que le frelon asiatique qui fait des gros dégâts sur l'abeille domestique en fait aussi sur les colonies d'abeilles sauvages? Tout à fait. Et c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Et d'ailleurs, j'allais vous poser la question à Pinsaguel, comment vous faites pour vous en protéger? Moi, j'ai essayé de l'amener à Pain-Juste-Arrêt, mais bon, j'avais très peu de temps pour essayer de le déployer. J'ai l'impression que la mairie de Pain-Juste-Arrêt aussi. Donc, oui, les frelons vont... Bon, peut-être que les abeilles domestiques, elles sont... En fait, c'est encore assez peu connu, hein. Mais sur les bourdons, j'imagine que c'est très, très délétère parce qu'il y a très peu de trafic à l'entrée. Donc, un frelon asiatique peut les attraper quasiment tous, finalement. Alors qu'une colonie d'abeilles, bon, si elle est forte,
elle peut s'en sortir, mais quoique. J'ai perdu 2 ruches sur Pinsaguel l'année dernière à cause du frelon asiatique et parce qu'elles n'étaient pas assez fortes. Donc, c'est un énorme problème. C'est vraiment un très, très, très gros problème. En plus, comme je suis nouvelle dans la région, je n'avais jamais fait d'apiculture avec le frelon asiatique et je découvre que c'est vraiment très difficile. Donc des campagnes de piégeage, vraiment, elles ont été un petit peu contestées, j'ai l'impression, depuis 1 an, parce que les pièges n'étaient pas spécifiques, mais on arrive quand même maintenant à faire des pièges avec des entrées vraiment de taille qui excluent vraiment, enfin, qui sont plus sélectifs aux fondatrices de frelons asiatiques. Mais pour tout ce qui est sur abeilles sauvages, en fait, on ne sait pas, mais comme elles sont peu nombreuses, évidemment que c'est leur proie aussi, quoi. À Pinsaguel, on a fait une réunion, on a fait un groupe de travail. Et pour l'abeille domestique, on s'est compté, on était 5 à avoir des ruches à la maison. Alors peut-être qu'on n'a pas encore, c'est pas encore exhaustif, mais on s'est posé ces questions-là, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire cette année pour, alors à part informer la population, je ne sais pas si c'est très bien passé. On a mis sur le panneau lumineux et puis sur le site Facebook au mois de mars que c'était le moment de piéger les fondatrices. Mais j'ai pas eu de retour. Moi j'ai piégé 20 frelons au mois de mars. Ah, c'est bien ça. Alors ouais, je croise les doigts parce que l'année dernière, j'ai vraiment j'ai eu le nid tout près parce que j'avais une armée de frelons devant mes ruches. Et là, j'en ai piégé 20 au mois de mars, donc j'espère que dans le lot, je pense qu'il y avait quelques fondatrices. Donc, comme ils viennent chasser dans les 100 mètres de leur nid, je pense qu'ils vont s'éloigner de chez moi là. C'est vraiment une bonne nouvelle. En mars, c'est très, très grande chance que ce soit des fondatrices. Ouais. Après, il me semble que les fondatrices ont un abdomen jaune pour les reconnaître par rapport à une non-fondatrice qui est plus orangée. Donc peut-être pour l'année prochaine. Et il me semble que le poids aussi peut essayer pour être sûr, la peser une fois morte. Mais bon. Donc l'idée, voilà, c'était d'essayer de sensibiliser la population au piégeage, mais avec les précautions que vous disiez, là, de ne pas piéger tout, mais essayer de vraiment être sélectif. Et pour ça, on a la réserve naturelle et les conservateurs de la réserve naturelle qui nous ont mis beaucoup en garde par rapport à ça, que c'est important de piéger, mais pas tout, surtout pas tout. Ah oui. Après, on essaye de sensibiliser aussi, dès qu'il y a un nid identifié sur la commune, de le faire savoir. Parce que dès que c'est connu sur le site de la mairie, enfin sur sur le territoire communal, la mairie intervient de suite. Ouais, après, chez les particuliers, s'ils réagissent, je suis sûre qu'on pourrait faire un geste sans leur payer totalement le traitement. Mais dès que c'est sur le territoire de la mairie intervient de suite, quoi. Voilà. Après des campagnes comme, des conférences comme celles que vous faites, ou la présence sur des marchés, je suis sûre que ça toucherait beaucoup de monde. Mais il faudrait du coup le faire en janvier, février, le temps que les gens puissent fabriquer le piège, parce que c'est vraiment l'idéal, c'est de le faire février, mars, avril, et après, trop tard. Hein. Oui, oui. Après, on fait que constater les dégâts. Donc, si vous voulez, dès janvier prochain, qu'on organise une bonne campagne, en fait, ce serait bien de le faire à les communes environnantes, parce que finalement, le faire que dans une commune, ça n'a pas trop de sens. Ouais. Avec Villatte, avec peut-être pas Portel, parce que là, on peut se donner la limite de la confluence, mais Saubins, ouais. On avait regardé l'année dernière les critères pour participer à Apicité, au label Apicité. Ah oui. Donc, j'ai commencé à faire travailler les services techniques pour voilà, remplir tous les indicateurs. On matchait pas mal déjà. Il y avait pas mal de critères sur lesquels on était bon, hein, notamment grâce, encore une fois, à la gestion des espaces verts par les services techniques. Mais il y a des endroits, voilà, il y a tellement d'endroits où on laisse pousser les fleurs et où on fauche pas, que je pense qu'on est assez bon à Pinsaguel, ouais. Ça se voit quand on se promène dans Pinsaguel, hein. De toute façon. Super, c'est vraiment super d'entendre ça. On a un message d'Aurélia dans le chat.
Alors, les abeilles en Asie savent se défendre face aux frelons asiatiques. Nos abeilles ne pourraient-elles pas apprendre avec le temps à se défendre? Quid de l'évolution génétique et de transmission des comportements chez les abeilles? Est-ce que ça évolue vite, étant donné la durée d'une vie d'une abeille? Eh bien, malheureusement, non, c'est pas assez rapide. C'est vrai que les abeilles asiatiques, notamment Apis cerana, qui était la proie originelle du frelon asiatique, enfin, ils ont pas mal d'espèces de différents types de frelons asiatiques, hein. Il y a beaucoup de Vespa là-bas. C'est de faire une boule de chaleur autour du frelon. Ça glutine autour et comme en hiver, elles hibernent comme ça, hein. Elles font avec leurs muscles, vibrer leurs muscles pour garder une température de 30 degrés pendant tout l'hiver, au moins au centre du nid. Et elles font la même chose autour d'un frelon, mais elles font monter la température à plus de 50 degrés ou 60, je crois que c'est 50 degrés pour le tuer. Donc, nos abeilles, le temps qu'elles développent cette stratégie contre le frelon, en général, l'évolution d'un comportement, c'est plusieurs milliers d'années. Naïla, je l'ai vu chez moi, ça, l'année dernière. C'est vrai? Oui, Une abeille qui fait une une boule. énorme boule d'abeilles. Et j'ai cru qu'elles étaient en train de tomber de la plateforme d'envol. Donc, avec un bâton, j'ai voulu le remettre sur la plateforme. Et en fait, Ouais. au milieu, il y avait un frelon asiatique. Ah, bah alors, Donc, j'ai des abeilles guerrières. Ouais. peut-être qu'à Pinsaguel, on aura la première évolution qui aura sauté les milliers d'années d'évolution. En fait, je dis ça, mais j'ai déjà vu des abeilles mellifères faire une boule de chaleur autour d'une reine qui voulait tuer au moment de la reproduction. Donc, c'est un comportement qui doit déjà exister, en fait, mais peut-être pas pour les prédateurs. Donc, peut-être effectivement qu'elles elles pourraient s'en défendre toutes seules. Mais non, en général, l'apparition des comportements, c'est assez lent. Après, les apiculteurs peuvent aussi influencer cela en ce qu'ils ont essayé de faire avec pour combattre le varroa, de sélectionner des souches d'abeilles, de les faire reproduire, particulièrement si elles arrivaient à s'en défendre. Donc, par exemple, des abeilles, ils ont réussi maintenant à avoir des abeilles qui vont aller couper les pattes des varrois pour pas qu'ils restent accrochés au corps. Enfin, bref, il y a des comportements comme ça qui peuvent être sélectionnés, mais bon, je ne suis jamais très pour ce genre de choses parce que du coup, ça réduit le pool génétique. Donc, effectivement, il vaut mieux laisser arriver les comportements tout seul et essayer d'aider. Je pense que le piégeage des fondatrices, après, il y a quelques chercheurs en France et il y en a un peu plus au niveau européen qui commencent vraiment à se focaliser sur la question de comment faire avec des piégeages, avec des phéromones notamment, pour améliorer l'efficacité des piégeages de fondatrices pour combattre ce fléau. Super. Merci pour ce bel échange. Merci à vous de m'avoir invité, de donner cette opportunité. On pourra faire une campagne en janvier-février sur les marchés. Super. Oui. Merci beaucoup, Naïla. Je garde cette idée parce que vraiment, en plus, vous passez super bien. C'est super clair quand vous parlez. Ah, merci. On sent que vous connaissez et que vous aimez ces petites bêtes. Bah oui. Malheureusement, je ne travaille pas là-dedans. Je suis ingénieure pédagogique en ce moment, mais j'essaye de me créer des opportunités pour essayer de rejoindre la recherche, ce que je faisais avant, mais ce n'est pas toujours très facile de trouver du boulot. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci. Je vais arrêter du coup l'enregistrement. Hop.